Bonjour, mon nom est Marc-André Dade, je suis protecteur du citoyen du Québec. En fait, le protecteur du citoyen comme tel, on va le décrire un peu, sa fonction, c'est l'ombudsman du gouvernement du Québec. Donc, ce qui le caractérise, c'est que c'est une institution qui relève de l'Assemblée nationale, donc qui ne relève pas du gouvernement, ce qui lui assure une indépendance. Donc, le protecteur du citoyen est choisi par l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale. La loi dit qu'il faut que les 2 tiers des membres de l'Assemblée nationale votent pour sa désignation, mais on recherche généralement l'unanimité pour qu'il y ait un côté qui soit non partisan, qui soit apolitique. Moi, je suis fier d'avoir été désigné protecteur du citoyen à l'unanimité des 125 membres de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une charge pour un mandat de 5 ans. Je suis protecteur du citoyen donc depuis mars 2022. C'est ça, un peu sur mon profil, si vous voulez, qu'est-ce qui m'a amené à ce poste-là? Ben, en fait, j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans des institutions de défense des droits de la personne. Donc, j'ai été 13 ans à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. J'ai également été commissaire à la déontologie policière, donc les plaintes qui visent les services de police pendant 5 ans. J'avais déjà été au protecteur du citoyen comme vice-protecteur du citoyen, donc c'était une institution que je connaissais déjà. Donc, s'il y a un fil conducteur dans ma carrière, c'est vraiment de travailler à assurer le respect des droits des citoyens dans leur relation avec les services publics du Québec. Si vous me permettez, je vais d'abord présenter un petit peu la mission générale du protecteur du citoyen qui se décline en 5 mandats. Puis après ça, à partir du mandat, on regardera plus du côté de l'éducation. Parce que c'est particulier dans le secteur de l'éducation. Donc, je disais que c'est l'ombudsman du gouvernement. Donc, notre rôle, c'est d'assurer le respect des droits des citoyens dans leur relation avec les services publics du Québec. Qu'est-ce que c'est un ombudsman? Ben, c'est une institution indépendante à qui on va donner des pouvoirs d'enquête. Ça, c'est très important. Ce qui fait que les gens qui travaillent au sein du protecteur du citoyen ont les pouvoirs d'aller demander des documents pour faire leurs enquêtes, leurs interventions, d'interroger des témoins pour savoir ce qui s'est passé. Les gens ont l'obligation de collaborer avec nous. Donc ça, il y a un pouvoir d'enquête. Puis de l'autre côté, ce qui est propre à l'ombudsman, c'est qu'on va lui donner un pouvoir de recommandation. Donc l'ombudsman n'a jamais de pouvoir de contrainte, ne peut pas obliger un ministère ou un organisme ou une instance à faire quoi que ce soit. Il va lui recommander des choses à faire à la suite d'une enquête. Alors, si on voit qu'il y a eu une plainte, que cette plainte est fondée, qu'on a fait une enquête rigoureuse pour démontrer que le ministère de l'Éducation, par exemple, s'est trompé ou a commis une erreur qui entraîne des préjudices, bien, on va faire des recommandations pour réparer ce préjudice-là. J'en viens au secteur de l'éducation. Ce qui est particulier dans le secteur de l'éducation, c'est que, dans le fond, il faut bien séparer la responsabilité du protecteur du citoyen avec la responsabilité d'un autre acteur qui s'appelle le protecteur national de l'élève et les protecteurs régionaux de l'élève qui se rattachent au protecteur national. Et ça fait référence à une réforme qui a été mise en place il y a quelques années pour assurer un recours crédible, indépendant aux insatisfactions et plaintes au niveau primaire et secondaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la plainte vise un centre de service scolaire, donc une école qui relève d'un centre de service scolaire ou une commission scolaire anglophone ou une école privée, les gens doivent s'adresser au protecteur régional de leur région qui relève du protecteur national de l'élève. Alors, tout le traitement des plaintes qui visent les centres de service scolaire, c'est du ressort du protecteur national de l'élève. De notre côté, au protecteur du citoyen, ce qu'on va travailler, ce sur quoi on peut intervenir, ce sont les plaintes qui visent les ministères. Donc, essentiellement, dans le domaine de l'éducation, le ministère de l'Éducation du Québec pour les niveaux préscolaires, primaires, secondaires, et le ministère de l'Enseignement supérieur pour les niveaux collégiaux et universitaires. Alors, c'est à l'égard de ces 2 ministères-là qu'on peut intervenir dans le domaine de l'éducation. En fait, ce qui est particulier dans le domaine de l'éducation, c'est qu'on intervient souvent
à l'égard de problématiques qu'on va dire collectives ou systémiques. Donc, on va être moins dans les dossiers individuels en éducation parce que le ministère de l'Éducation donne relativement peu de services directs aux citoyens. Je vais faire une exception pour dire qu'on traite quand même un grand nombre de plaintes individuelles en ce qui concerne le régime des prêts et bourses au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, si un étudiant a des problèmes avec les prêts et bourses ou estime que le régime des prêts et bourses n'a pas respecté ses droits ou a commis une erreur, il peut venir au protecteur du citoyen et on peut enquêter sur la situation. Donc, ça, c'est un exemple où on travaille avec des plaintes individuelles à l'égard du régime des prêts et bourses. Maintenant, sur les questions plus collectives ou systémiques, bien, je peux vous donner quelques exemples d'interventions spéciales qu'on a réalisées au cours des dernières années. Entre autres, je parlais du protecteur national de l'élève. Je vais vous dire que la création du protecteur national de l'élève, du recours qu'est le protecteur national de l'élève et les protecteurs régionaux, c'est le résultat d'une enquête spéciale du protecteur du citoyen qui visait à documenter les lacunes dans les recours pour les élèves, leurs parents, dans l'ancien système avant la création du protecteur national de l'élève. Donc, on a documenté le fait qu'il y avait besoin d'un recours davantage indépendant avec des pouvoirs et nos recommandations ont donné lieu à la création du protecteur national de l'élève. Alors ça, c'est un premier exemple. Je pourrais parler aussi de la question des prêts et bourses, mais cette fois-ci dans un angle plus collectif, plus systémique. Donc, on a fait une enquête spéciale parce qu'on recevait quand même plusieurs plaintes relatives à des insatisfactions ou liées au régime des prêts et bourses, notamment sur le fait qu'il y avait des décisions qui étaient non motivés ou peu motivés, qui étaient difficiles à comprendre. Il y avait des problèmes dans l'exercice du droit de révision quand on n'était pas d'accord avec la décision. C'était compliqué, puis il y avait certains aspects du mécanisme de révision qui posaient des problèmes. Donc, on a regardé ça sous un angle collectif. On a fait des recommandations pour améliorer le système des prêts et bourses et nos recommandations ont été mises en application à notre satisfaction. Un autre exemple que je vais donner, c'est une enquête spéciale qu'on a menée sur les services offerts aux élèves du primaire qu'on va nommer EHDA, là, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage ou en situation de handicap. Et là, on a regardé un peu, pas au niveau, je dirais, individuel ou de comment ça se passait dans les écoles, mais on a vraiment regardé au niveau de l'encadrement des mesures d'aide au centre de services scolaires et notamment des processus budgétaires pour permettre de donner les services aux élèves EHDA, en faveur des élèves EHDA dans les écoles primaires. Et on a vu qu'il y avait des enjeux très importants liés à la planification de la main-d'œuvre. Donc, on sait qu'on est dans une période de pénurie de personnel, en particulier dans le domaine scolaire. Et on s'est dit, bon, comment le ministère réagit? De quels moyens se dote-t-il le ministère pour planifier adéquatement les besoins en main-d'œuvre? On a vu aussi qu'il y avait manque d'outils pour les intervenants scolaires, les professeurs, les autres intervenants qui travaillent dans le réseau scolaire, pour, par exemple, réaliser les plans d'intervention, pour apprendre à travailler en équipe multidisciplinaire. On a vu aussi qu'il y avait des besoins de formation pour les enseignants et enseignantes au primaire sur les besoins spécifiques. Donc, on a recommandé des éléments là-dessus. On a recommandé de revoir des règles budgétaires, d'assurer, de déterminer, si je peux dire, un plafond minimal de services pour les élèves EHDA et d'établir ce plafond-là, puis après ça, de s'assurer qu'il soit respecté par les centres de services scolaires. Donc, ça a donné lieu à un rapport avec plusieurs recommandations costaudes et celui-là, je dois dire qu'on a plus de difficultés à assurer le suivi des recommandations. Là, ça fait déjà quelques années que notre rapport a été rendu. Je pense que je commençais mon mandat, donc 4 ans. Et aujourd'hui, je dois dire que la mise en œuvre des recommandations, c'est pas satisfaisant à notre point de vue. Alors, on continue à travailler avec le ministère de l'Éducation pour mettre la pression, pour s'assurer que ça évolue dans le bon sens. Une journée typique dans la vie du protecteur du citoyen ou dans ma vie professionnelle, en fait,
Je dirais quand même énormément de lecture, parce que dans le fond, les équipes d'enquête qui couvrent tous les secteurs, là, tous les ministères, tous les organismes, la santé, les centres de détention, le mandat en intégrité publique dont on va parler dans quelques minutes. Donc, c'est très, très large. Alors, je suis appelé à relire et commenter et approuver plusieurs écrits, plusieurs correspondances, plusieurs rapports pour m'assurer que je suis à l'aise avec ce que les équipes me proposent comme constat à la suite de leurs interventions, comme recommandations importantes qu'on va adresser aux instances. Donc, travail de relecture, travail avec les équipes d'enquête pour décider d'orientation. Beaucoup de rencontres avec des sous-ministres, des dirigeants d'organismes. Lorsqu'on a des recommandations importantes, ben, c'est moi qui les porte. Donc, je vais rencontrer les sous-ministres, les dirigeants d'organismes pour expliquer un peu nos constats puis les résultats de nos interventions majeures. Beaucoup d'activités de représentation, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire faire connaître le protecteur du citoyen, participer à des panels, des conférences. Ça fait partie de ce qu'on a à faire. Ben, je vous dirais que, et je suis probablement marqué par notre enquête sur les services offerts aux élèves EHDA au primaire, mais je vous dirais que la question des services aux élèves à besoins particuliers, ça me semble très pressant. Je suis particulièrement inquiet aussi parce qu'il faut voir dans le contexte budgétaire dans lequel on évolue. On parle de compression, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Alors, ça fait un contexte de gestion qui est quand même très serré. Et comment on fait pour assurer le respect des droits puis assurer que les élèves à besoins particuliers aient accès aux services auxquels ils ont droit? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un droit pour ces élèves-là de recevoir les services dont ils ont besoin. Ça, c'est un élément que je trouve intéressant. L'autre élément, c'est la question de mieux faire connaître les droits et les recours qui existent dans le réseau scolaire. Je vais te dire, pour le protecteur du citoyen, par exemple, on a fait un sondage de notoriété pour dire si vous aviez à déposer une plainte contre un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec, vers qui vous tourneriez-vous? Et c'est 21 de la population qui est capable de nommer le protecteur du citoyen. Alors, c'est 21 il nous reste beaucoup de chemin à parcourir pour mieux se faire connaître. Et je pense que c'est la même chose aussi pour les protecteurs régionaux, pour le protecteur national de l'élève. Donc, il y a des enjeux de renforcer la notoriété, toujours des enjeux pour les recours, d'assurer qu'on conserve notre crédibilité, que les gens nous font confiance, que les gens voient qu'on est réellement impartial, indépendant. Donc ça, pour mon institution, c'est un enjeu qui est important. Bien, je pense que les enseignantes puis les enseignantes sont les mieux placées pour voir ce qui doit être amélioré dans le système d'éducation. Nous, dans les recours comme celui du protecteur du citoyen, plus on reçoit de l'information fiable de sources qui viennent du terrain, plus nos constats et nos recommandations vont être pertinentes. Je pense que c'est important pour les enseignantes et les enseignants qui voient des choses qui peuvent être améliorées dans le système, de connaître les recours qui existent, de connaître les voies qui existent. Puis moi, je vois le fait de déposer une plainte de façon plutôt positive. En fait, pour moi, déposer une plainte, c'est une occasion pour l'école, pour le centre de service scolaire, pour le ministère, d'apprendre à s'améliorer, de voir, de toujours dire, alors il y a ça qui est arrivé, il y a une autorité neutre, indépendante qui a fait enquête, qui arrive à ces conclusions-là. Comment j'accueille ces conclusions-là? Comment je peux m'améliorer comme institution? Puis ça, ça prend des gens qui connaissent les recours, qui exercent leurs recours. Je vais parler du recours en intégrité publique, la protection des lanceurs d'alerte au protecteur du citoyen, qui s'applique au centre de service scolaire, qui s'applique au collège, aux universités. Alors, si une personne est témoin de ce qu'on appelle un acte répréhensible au sens de la loi, ça peut être un usage abusif de fonds publics, ça peut être un cas grave de mauvaise gestion, ça peut être un manquement grave à l'éthique. La personne peut, en toute confidentialité, venir au protecteur du citoyen et on va s'assurer de protéger son identité et on peut enquêter sur les situations d'actes répréhensibles. Par exemple, en centre de service scolaire, je vais donner un exemple que je trouve très parlant. Alors, on est intervenu parce qu'il y avait une professeure qui avait des problèmes de comportement, fait qui était
conduite violente, je dirais, avec des élèves à besoins particuliers, notamment des élèves, des enfants autistes. La professeure criait après eux, les brusquait et il y a eu énormément de signalements de cette situation-là à la direction d'école, à la direction des ressources humaines du centre de service scolaire, sans qu'il y ait d'action qui soit posée. Et on a reçu une divulgation au protecteur du citoyen, on a décidé d'intervenir. Et après avoir regardé un peu tout ce qui avait été signalé au centre de service scolaire et qui n'avait pas amené d'action concrète pour s'assurer de régler la situation, on a conclu à un cas grave de mauvaise gestion et on a fait des recommandations au centre de service scolaire. Donc, éventuellement, la situation a été réglée, l'enseignante en question a pris sa retraite, mais on ne devrait pas avoir besoin de se rendre au protecteur du citoyen pour des situations comme ça. Alors, je sensibilise toutes les personnes, les enseignants, les enseignantes, les futurs enseignants, futures enseignantes, à bien connaître leurs droits, leurs responsabilités, à ne pas hésiter à signaler des situations qui sont problématiques à leur direction adjointe, à leur direction de ressources humaines, et à faire pression pour que ça se règle à ce niveau-là.